Messieurs, vous allez prendre un plaisir incroyable au cours de la prochaine demi-heure. C'est une excellente nouvelle que je vais vous annoncer maintenant. Il y a longtemps que je n'ai pas ressenti autant de joie en apprenant une nouvelle. Imaginez-vous, vous vous réveillez un matin, disons un matin d'octobre 26, juste avant les élections, et vous allumez les deux plus grands réseaux d'information d'Amérique. Et vous n'entendez pas que Trump est horrible, on ne vous dit pas à chaque minute que Trump disparaît. Un démon sorti de l'enfer et que, dès qu'il ne sera plus là, le monde pourra enfin vivre plus facilement. Bon, peut-être pas encore parfaitement bien, mais nettement mieux qu'actuellement avec lui. Et ce n'est pas qu'ils sont bons et qu'ils vont soudainement commencer à dire quelque chose sur Trump, non, c'est juste le fait qu'ils arrêteront d'en parler. Toutes ces méchancetés complètement infondées, il y en aura déjà moins. Ce serait stupéfiant, n'est-ce pas? Et si cela arrive, ce sera un choc pour des dizaines, voire des centaines de millions de téléspectateurs de ces chaînes à travers le monde. Eh bien, vous l'avez déjà deviné, nous parlons de CNN et CBS. CBS. CNN est présente dans chaque hôtel, dans chaque aéroport, partout dans le monde, dans chaque bar, et répète à chaque seconde que Trump est terrible. Ils se taisent, parlent, puis répètent « Trump est terrible » et ajoutent encore « Trump est terrible ». Et soudain, à la place, CNN commence, imaginez-vous, à raconter quelque chose de neutre, simplement ce qui se passe. Je suis sûr que plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs de CNN se suicideraient en courant et en se cognant la tête contre la télévision. D'où, de toute façon, on entendra quand même quoi. Et on peut vivre même sous Trump. Sous Trump, il s'avère qu'on peut vivre ainsi. C'est-à-dire, peut-être qu'ils ne diront rien de bon. Ils diront des choses franchement, comme ils le font là-bas, je ne sais pas, là-bas sur Newsmax, n'est-ce pas? Non, eh bien, ils ne diront tout simplement pas de méchanceté. Ce sera une révolution pour des millions et des millions et des millions. Et ceux qui vivent en Ukraine deviennent fous. Ceux qui vivent en Belgique seront stupéfaits. Et ceux qui vivent en Israël seront abasourdis. Et surtout ceux qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, la seule chose qu'ils regardent, ces gens-là, c'est CNN. Parce que tout ce que dit CNN, c'est, de leur point de vue, la vérité à 100%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je dise de telles bêtises, hein? Mais tout le monde comprend bien que pas un mot de vérité ne nous parviendra de ces chaînes. Eh bien, ça ne nous parvenait pas avant, ça ne nous parvient pas maintenant, et logiquement, ça ne nous parviendra pas. C'est une erreur. Parlons-en donc. Vous serez complètement, comme je l'ai déjà dit, abasourdi, stupéfait, comblé de bonheur. Donc cette histoire, les grands médias essaient de la présenter comme une histoire, disons, de journalisme inversé, n'est-ce pas? Et moi je vais vous montrer maintenant que, même si c'est bien sûr très important, c'est en fait, je dirais, le détail le plus insignifiant. Mais avant cela, mettons-nous d'accord honnêtement. À quoi pensiez-vous? Vous recevrez quelque chose durant cette demi-heure pour avoir une raison de rester, non? Mais d'abord, qu'est-ce qui vous manquera? Pas de mensonge. Aussi douce que puisse être un mensonge, vous ne l'aurez pas. Désolé, nous sommes au régime en ce moment. Nous n'avons tout simplement pas de mensonge, d'accord? Vous n'aurez pas droit à des inventions. Ah, vous n'aurez pas non plus droit à des vœux pieux. On aimerait que ce soit ainsi. Racontons-le comme si c'était vrai, non? Et pas de saleté juste pour le plaisir, d'accord? Voilà. En quoi sommes-nous vraiment différents de nombreux blogueurs russophones qui se trouvent de l'autre côté de la bassine sale? Je ne parle pas de l'océan. Qu'allez-vous obtenir? Tout d'abord, je vais expliquer en détail l'accord que la plupart des chaînes résument en une seule phrase. Et vous verrez qui a acheté qui dans cette affaire. Pour combien? Ce n'est pas très important, mais c'est amusant à entendre. Et pourquoi? Par ici. Il s'est avéré que pour cet argent, on pourrait acheter, deux pays. Deuxièmement, et ça comme on dit, peu de gens vous le diront, je vais vous donner des citations réelles. Pas un résumé, pas des on-dit, mais les mots authentiques que les présentateurs, disons de CNN, ont prononcés à l'antenne à propos de Trump, d'Israël et de nous tous. Vous les entendrez et vous déciderez vous-même si cette chaîne mérite ce qui lui arrive en ce moment ou non. Ou bien quelle horreur ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Écoutez tous, et je ne déciderai pas à votre place.
Ce n'est pas mon travail c'est de dénicher. Troisièmement, je vais répondre à une question apparemment paradoxale. Qu'est-ce qui est plus effrayant ? Quand une chaîne de télévision commence à louer un homme politique ou quand elle cesse simplement de le critiquer ? Petit indice. La bonne réponse va vous faire peur. Et enfin, plus près. Et enfin, je vais vous donner un chiffre. Un seul. Il ne s'agit ni d'Israël, ni de Trump, ni de politique. C'est justement ce qui en fait la chose la plus dangereuse de notre histoire. Je pourrais même le dire maintenant. Mais si je le dis maintenant, vous ne comprendrez pas pourquoi il donne la chair de poule, enfin à ceux qui ont des poils dans le dos. Alors allons-y étape par étape. Si vous vous intéressez au fonctionnement et à l'organisation de cette machine plutôt qu'aux disputes, qui décide de ce que vous penserez demain, alors ce sera exactement à ce sujet. Commençons par la personne dont le nom est sur toutes les lèvres. Bari Weiss, dans tous les titres. Journaliste, brillante, sans compromis, ouvertement pro-israélienne. Ancienne du New York Times, vous direz ? Oui, mais elle est partie de là-bas dans un scandale. Et avec une lettre ouverte dans laquelle elle a accusé sa propre rédaction de harceler ceux qui pensent un peu différemment de ce qui est permis. Mais permis par qui ? Par ceux à qui il est permis, justement. Elle a écrit dans une lettre ouverte adressée au journal le plus puissant de la planète. Vous m'avez traité de sioniste et de fanatique. Je vais répondre tout de suite clairement, je suis coupable de tous les chefs d'accusation que vous portez contre moi. Mesdames et messieurs, pour clarifier qu'elle n'est pas fanatique, c'est essentiel pour une image honnête. Elle a critiqué vivement le gouvernement de Netanyahou et de nombreux aspects de la politique israélienne. Pas juste un drapeau, mais une personne avec sa propre position. En 2021, Bari Weiss a lancé un petit média indépendant. Il s'appelait Free Press. Le nombre d'abonnés a grimpé à 1,5 million presque immédiatement. Parmi eux, environ 100 000 à 170 000 étaient ensemble des abonnés payants. En général, bien sûr, c'est une goutte d'eau dans la mer pour, disons, le New York Times. Mais c'est impressionnant. 175 000 abonnés payants. Elle publiait aussi donc pour 1,5 million. C'est une bonne histoire, vivante, mais pour les grands médias, c'est une histoire très petite. Et maintenant, suivez bien. En octobre 2025, la société Paramount rachète ce petit journal. Oui, ce petit journal en ligne. À votre avis, pour combien ? Pour 150 millions de dollars. Ciao 150 millions ? Pour une newsletter ? Eh bien, genre une newsletter envoyée par email. Retenez bien, ce n'est pas une correspondance. Nous y reviendrons. Parce que quand le prix ne correspond pas au bon sens, cela veut dire qu'on n'a pas acheté ce qui est écrit sur le reçu, on n'a pas payé pour la newsletter, on a acheté un rédacteur, on a acheté Bari Weiss. Et le même jour, Bari Weiss devient rédacteur en chef de CBS News, l'un des 3 réseaux de diffusion légendaires d'Amérique, cette même CBS. Là où, Walter Cronkite a travaillé autrefois. Un homme en qui le pays avait plus confiance qu'en son propre gouvernement. Paramount n'achetait pas un petit journal, Paramount achetait la rédactrice en chef qui avait un contrat avec ce petit journal. On peut dire que c'était le sien, puisqu'en rédigeant les statuts de son entreprise, elle précisait en être la rédactrice. Ils achetaient une vision du monde, ils achetaient un caractère, ils achetaient une conviction, ils achetaient de l'intransigeance et ils ont placé tout cela à la tête d'un immense réseau. L'un des 3 plus grands d'Amérique. Et l'histoire se serait arrêtée là. Bon, le rédacteur en chef a changé. Ça arrive. Ils ont corrigé, non ? Mais ensuite, ce pourquoi nous sommes ici arrive. Parce que derrière tout cet achat, il y a David Ellison. C'est le fils de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, l'un des hommes probablement les plus riches de la planète. Et il hallucine de ce que disent et écrivent 80 médias, l'information sur le monde et la société. Et il possède un studio qui s'appelle Skydance. Eh bien, d'abord, il a acheté Paramount. Avec CBS. Parce que quand tu achètes une entreprise, elle a déjà acheté plein d'autres entreprises entre-temps. Ça s'appelle un portefeuille, non ? Dans son portefeuille, il y avait CBS. Et en février 26, une transaction a été annoncée, qui a coupé le souffle au monde des médias.
110 milliards de dollars pour Warner Brothers. Eh bien, qu'en dites-vous? Réfléchissez-y, installez-vous bien. Accrochez-vous à votre chaise, parce que Warner Brothers possède toute une série de chaînes de télévision, y compris. Vous êtes prêts? Et celui qui achète la société mère de Warner Brothers devient automatiquement propriétaire de CNN. Les grandes transactions aux États-Unis doivent obligatoirement passer par le ministère de la Justice. Parfois, elles sont discutées au Congrès et au niveau du président. Sous l'administration Trump, l'achat de Warner par Ellison et donc de CNN n'a suscité aucune objection. Je pense que des bonnets ont volé en l'air. De l'enthousiasme. Le 12 juin 2026, le ministère de la Justice a donné son feu vert. La transaction sera conclue d'ici l'automne. Vous comprenez ce que cela signifie? Parlons-en lentement, parce que c'est un moment qui mérite d'être prononcé à voix haute. Un homme, David Ellison, prend le contrôle de 2 des 5 plus grandes rédactions d'Amérique, CBS et CNN en même temps. Et la rédactrice, dont la vision du monde est définie par lui, c'est Bari Weiss. Dans la famille Ellison, il y a une force pro-israélienne affichée, sans se cacher. Immédiatement après l'attaque du 7 octobre, Skydance, sous la direction de David, a publié une déclaration officielle en soutien à Israël. Et elle l'a soutenue par un don à Magen David Adom. Le père, Larry, est un grand donateur d'organisations israéliennes. Son entreprise Oracle a construit à Jérusalem un centre de données souterrain sécurisé pour les besoins du gouvernement et des structures de défense. Retenez bien ce détail. À propos du centre de données, elle semble maintenant, en quelque sorte, secondaire, pas superflue. Oui, pas superflue. Dans quelques minutes, elle prendra sa place et s'emboîtera comme la dernière pièce d'un puzzle. Ainsi, une personne avec une position claire place un rédacteur avec une position claire à la tête des réseaux, dont la position était complètement opposée. Claire mais opposée, et c'est là que nous avons besoin non pas d'épithètes, mais de preuves. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, n'est-ce pas? Écoutons ce que ces chaînes disaient à travers leurs, disons, présentateurs et producteurs éminents, etc. Des mots exacts, des archives. D'accord? Christiane Amanpour, légende de CNN, novembre 2020 en direct. Sur fond de l'anniversaire de la Nuit de Cristal. J'espère que vous savez qu'il s'agit du pogrom qui a marqué le début du chemin vers l'Holocauste. Elle compare les 4 années de Trump à ce que les nazis ont fait aux Juifs. Elle a ce culot. Je ne veux comparer cela à aucun épithète. Trump a ce que les nazis ont fait aux Juifs. Ça leur dure, mot à mot. Donc elle a déclaré, c'était une rafale d'avertissements nazis contre notre civilisation. Donc, ce que Trump fait. 4 ans de Trump mis sur le même plan que des synagogues en feu. Comme je sais très bien qu'elle n'est pas idiote, il ne reste qu'une seule option. C'est une salope. Je n'ai tout simplement pas d'autre mot pour elle. Ah, pardon, j'ai trouvé un autre mot. Vipère. Et plus tard, elle a admis. Elle n'aurait pas dû mettre ces 2 pensées côte à côte. Des pensées. Vous comprenez? Elle considère ça comme des pensées. À l'antenne, elle s'est adressée à des millions de personnes. Des pensées, elle les met côte à côte. Sale menteuse. La même Manpour. En 2025, après la libération des otages israéliens, plus de 2 ans ont été passés en captivité chez le Hamas. Elle suggère à l'antenne que les otages ont peut-être été traités mieux que le citoyen moyen de Gaza. Les otages. Certains sont morts suite à la torture, au coup et à la malnutrition. Captif chez les terroristes. Mieux. Et ensuite, elle écrira qu'elle regrette la formulation. Elle regrette encore, après coup. Toujours après, n'est-ce pas? C'est leur tactique habituelle sur CNN. D'abord, ils disent qu'il se passe quelque chose d'horrible, ce qui va indigner les gens. Et ensuite, ils attendent là 2 ou 3, disons, jours ou semaines. Et ensuite, ils disent d'où discrètement, peut-être que Kem, n'avais pas tout à fait raison. Peut-être pas tout à fait. Ensuite, c'est au tour du type de CNN. Don Lemon. Oh, quel salaud. Mon Dieu, quel salaud. En direct. Une citation dont on se souvient encore en Amérique. La plus grande menace terroriste dans notre pays, ce sont les hommes blancs. C'est un homosexuel noir nu, donc ce n'est pas un homme.
Et quelques jours plus tard, quand la tempête a éclaté, il ne s'est pas excusé. Non, il a dit que nous avions plus qu'assez de preuves. Comme on dit chez nous, il a doublé la mise. Plus tard, il a été pris de nombreuses fois en train de mentir sur ce que les Blancs feraient soi-disant aux Noirs. Mais cela n'a gêné ni lui ni sa direction. Ça ne les a pas dérangés, mais il a tout de même été licencié. Lorsque plusieurs scandales concernant ses relations avec une femme ont éclaté, alors qu'il est homosexuel, et avec des employés de CNN en particulier, mais il avait une telle aversion pour les femmes. Pourtant, il disait, pour une raison quelconque, que les hommes blancs représentaient le plus grand danger. En fin de compte, il s'est révélé le plus grand danger pour les femmes. À suivre Sarah Sidner. Elle aussi est présentatrice sur CNN. Dans les premiers jours après le 7 octobre, elle diffuse à l'antenne, en se référant au bureau du Premier ministre israélien, une histoire qui n'est absolument pas confirmée, elle l'a simplement diffusée. Oui, elle a dû s'excuser à l'antenne en personne. Donc, ils ont inventé ça là-bas ? Quelque chose de désagréable sur Israël. Ensuite, ils ont inventé qu'ils avaient reçu cette information, en général directement du bureau de Netanyahou en Israël. Et puis, après l'indignation du public, ils se sont excusés discrètement, et puis Tayana Magnier. Correspondant international de CNN, elle écrit que les Israéliens sont des déchets. Eh bien, c'est-à-dire simplement des déchets, tous des déchets. Je suis un déchet. Certains auditeurs le sont aussi. Voilà, ce tweet, elle l'a publié sur Twitter. Elle l'a ensuite supprimé. Mais Internet, comme on le sait, se souvient mieux qu'il ne le voudrait. Et vous pensez qu'elle a eu des ennuis avec CNN à cause de ça ? Non, pas du tout. La direction et le personnel principal de cette merveilleuse organisation pensent que les Juifs, surtout ceux qui ont déménagé en Israël, sont des déchets. Voilà tout. Et la cerise sur le gâteau vient des archives. Lisa Aslan, qui avait sa propre émission sur CNN, traite publiquement le président actuel des États-Unis d'un mot que je ne prononcerai pas ici à l'écran. Et encore avant cela, Kathy Griffin, co-animatrice de l'émission du Nouvel An sur CNN, pose avec une fausse tête coupée et ensanglantée de Trump. Je ne me suis pas trompé. Eh bien, en fait, à cause de cela, ils se sont séparés 2 fois. Quand même, une tête coupée et ensanglantée de Trump, c'était un peu trop, même pour CNN. Je vais justement vous donner une répartition par année pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose qui s'est simplement concentré à un moment donné, d'accord ? Ce n'est pas un seul dérapage lors d'une mauvaise journée. C'est une marque de fabrique, c'est une réputation accumulée. Et voilà qu'un réseau avec une telle réputation accumulée passe sous la direction d'une personne qui a fait don de millions au secours d'urgence israélien et qui a construit un bunker pour un centre de données à Jérusalem. Vous sentez comme la tension commence à monter, n'est-ce pas ? Vous pensez qu'il y a beaucoup de visages joyeux sur CNN et des félicitations mutuelles parce que Larry va devenir le patron et vous, le directeur. La plupart des gens vous raconteront cette histoire exactement comme ça. Le pendule a basculé. Il y avait, paraît-il, un certain déséquilibre vers la gauche, et maintenant il y aura un certain déséquilibre vers la droite, paraît-il. Eh bien, c'est comme ça. Et ils mettront un point final là-dessus. Mais moi, je vous demande de ne pas mettre de point final. Il ne faut même pas mettre de virgule, car c'est ici que commence ce qui valait la peine de rester. Maintenant, je vais vous dire, comme le disent encore une fois mes parents géorgiens, une chose que je n'ai pas dite au début exprès. Dans toute cette histoire, il y a un épisode. Ce n'est pas à propos de Beri Weiss, ni des Elisonov, ni d'Israël, ni de Trump. Un petit épisode. Sur fond de 110 milliards. Vraiment insignifiant. Mais c'est justement lui qui transforme ce drame du changement de rédacteur en toute autre chose. Ça devrait mettre mal à l'aise n'importe qui, de gauche, de droite, ou même quelqu'un qui ne vit même pas en Amérique, n'est-ce pas ? Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi les 2 extrêmes dans ce débat, ceux qui se réjouissent, comme ceux qui s'indignent, se trompent tant tous les 2. Et les 2 tombent dans le même piège. Regardez ce que Bari Weiss a déjà fait sur CBS. Elle a pris la parole un peu plus tôt. Voici la meilleure prévision de ce qui va arriver sur CNN. Licenciée officiellement d'un commun accord, mais en réalité poussée vers la sortie, la chef du bureau de Londres de CBS. Elle a travaillé dans le réseau 25 ans. La raison, selon les fuites, Weiss a estimé que la couverture du gaz iranien depuis Londres était anti-israélienne. Il y a eu une phrase du genre « Là-bas, ils sont tous comme le Hamas de toute façon ». Le reportage de 60 minutes sur la torture dans les prisons au Salvador a été retiré de l'antenne.
Le journaliste qui l'a réalisé a qualifié la décision de politique. Il a déclaré qu'à présent, l'administration a en fait un droit de veto sur ce qui sera diffusé sur CBS. Avant cela, les présentateurs du journal du soir sont partis. L'équipe a changé, le ton aussi. Voilà le portrait de ce qui attend CNN, donc d'ici l'automne. Ce n'est pas une supposition. Et c'est déjà un fait qui s'est produit sur la chaîne voisine. Et il va simplement être étendu maintenant. Et maintenant, attention. Point clé. Tournant. Celui qui sympathise avec Israël et en a assez des émissions biaisées pense probablement en ce moment « parfait. Enfin la justice ». Et celui qui est ça de l'autre côté pense « c'est la fin de la presse libre ». Et vous savez quoi ? Moi, eh bien, je suis presque libertarien. Je suis pour la liberté d'expression, au sens où John Milton la défendait déjà en 1644 dans son ouvrage, donc « l'Areopagitica ». Que la vérité et le mensonge s'affrontent à visage découvert, et la vérité triomphera. Je vais donc vous dire quelque chose qui ne plaira peut-être à aucun camp. Ellison a acheté ses chaînes avec son propre argent. C'est sa propriété. Formellement, disons, il a tout à fait le droit de constituer la rédaction comme il l'entend. Si un milliardaire achète un journal et en fait ce qu'il veut, c'est le marché. C'est la liberté. Si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas. Ouvrez le vôtre et concurrencez. Allez voir ailleurs. Il y a plein de concurrence, il y a plein de réseaux, donc ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Celui qui crie « censure » simplement parce que le propriétaire a disposé de son bien ne comprend pas ce qu'est la censure. Souvenez-vous de cette différence, c'est le point central de tout. Un propriétaire privé qui fait ce qu'il veut de son porte-voix, c'est normal. C'est le marché des idées. Il n'y a pas de violence ici. Personne n'a rien pris à personne sans demander. Et maintenant, voici le fameux chiffre qui, comme je vous l'ai dit, change tout. 16 millions de dollars. Que signifie ce chiffre ? Avant que l'accord ne soit approuvé, Paramount a payé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté contre CBS, personnellement par Donald Trump. Le procès était dû à la façon dont 60 Minutes avait monté l'interview avec Kamala Harris. Et c'est le détail qui change tout. Cela se passait exactement au moment où cette même entreprise avait désespérément besoin que l'État, le régulateur, donne son accord à sa gigantesque fusion. Vous sentez ? Ce n'est pas le marché, c'est tout autre chose. Quand un propriétaire privé change la rédaction, il dispose de ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient, c'est à lui. Il le met où il veut, même sous le lit, s'il veut. Mais quand le président en exercice porte plainte contre une entreprise qui dépend de sa signature ou de celle de l'administration, la sienne non, elle lui verse 16 millions et, d'après les rumeurs que l'entreprise dément, elle discute encore de 20 millions de publicité sociale en sa faveur. Ce n'est plus un échange libre, c'est un levier. C'est le pouvoir de l'État qui est transformé en monnaie avec laquelle on achète le silence de la presse. Et voici ma règle essentielle. N'est-ce pas justement pour cela que nous créons cette chaîne ? Si pour réaliser quelque chose, il faut prendre à une personne, sans son consentement, sa propriété, sa liberté ou sa vie, c'est mal. Même si cela rend quelqu'un heureux ou améliore sa situation. Ellison, en achetant CBS, n'a rien pris à personne. Mais quand un président, quel que soit son parti, peut, via un procès et un régulateur, obliger une entreprise médiatique à payer et changer de ton pour pouvoir travailler, cela nous prive tous de quelque chose. On nous retire la seule raison d'avoir une presse libre. Et maintenant, voici le plus important. Qui a appuyé sur ce bouton aujourd'hui ? C'est-à-dire un républicain. Et demain ? Demain, ce sera un démocrate, parce qu'un démocrate sera à la Maison-Blanche. Et le bouton, il est déjà là, posé sur la table, déjà testé. Le précédent est créé, le prix est fixé, 16 millions pour une seule signature. Celui qui se réjouit aujourd'hui parce que, enfin, ce sont les nôtres, donne à son adversaire de demain le même levier. Ce n'est pas une arme d'un seul camp, c'est une arme pour quiconque est assis dans ce fauteuil. Et quelqu'un s'y assiera forcément, eh bien, pas de ceux pour qui vous avez voté. Aujourd'hui, ils font pression sur ceux que vous n'aimez pas, et demain, ce sera sur ceux que vous écoutez. On ne compte pas les poussins en été ou au printemps, mais en octobre, et ceux qui ont commencé l'affaire ne feront pas le compte. Alors pourquoi tout cela pour l'automne ? Pourquoi parlons-nous toujours de l'automne ?
pour octobre-novembre 26. Et pour les élections. Vous attendez sûrement que je dise CNN et CBS vont commencer à faire l'éloge de Trump. Non, non, non. Et voici le paradoxe que j'ai promis au tout début. Ils n'ont même pas besoin de le complimenter. Il leur suffit d'arrêter de le critiquer. Réfléchissez à quel point c'est plus subtil et à quel point c'est plus puissant. Un compliment ouvert, ça se voit. Le spectateur perçoit la publicité de loin. L'immunité s'active, la personne se tend et ne croit pas. Mais le silence ? Mais on ne le voit tout simplement pas. Eh bien, comment s'indigner quand il n'est pas là, quand l'histoire sur ce qui dérange ne sort tout simplement pas, quand la question cruciale n'est pas posée, quand une enquête, la discrétion, le doute sont retirés faute de commentaires, quand 10 mauvaises nouvelles sur la politique se transforment en 3 alors que les 3 bonnes restent 3. Personne n'a menti. Personne n'a menti directement ou trompé qui que ce soit. Je ne sais pas, ils ont simplement changé le cadre. Et la vision du monde de millions de personnes se décale de quelques degrés avant les élections, et sur une telle distance, un navire finit par arriver dans un port complètement différent. Et c'est pourquoi il est plus dangereux d'arrêter de critiquer que de commencer à louer. On peut attraper et réfuter un mensonge. Milton et Mill en ont parlé. On ne peut rien contre le silence. On ne peut pas réfuter une histoire qui n'a jamais existé. On ne peut pas discuter une question qui n'a jamais été posée. Et d'ici novembre, 2 des 5 principaux réseaux américains seront sous le même toit, avec une seule main éditoriale. Ce n'est pas une voix lors des élections, c'est l'ambiance de l'air que l'électeur respire en allant voter. Permettez-moi de préciser ce que je veux dire. Avant que Elon Musk n'achète Twitter, l'air ambiant. Pratiquement 100 médias travaillaient férocement contre Donald Trump. Elon Musk a racheté Twitter, l'a complètement transformé, et maintenant ce n'est plus une plateforme pro-Trump, mais une plateforme universelle où toutes les opinions peuvent s'exprimer, ce qui est un énorme avantage pour ce que nous appelons la liberté. De nombreux blogueurs ont rejoint Elon Musk, mais le bastion restait encore les 4 grands géants de la télévision, CBS, NBC, ABC, CNN ainsi que Fox, qui est passé de positions de droite à des positions centristes. Si maintenant CNN et CBS deviennent neutres ou, comme nous le soupçonnons, légèrement à droite du centre, alors la situation sera la suivante. Fox, CNN, CBS fourniront des informations objectives et peut-être un peu plus positives sur les républicains et Donald Trump qu'une ligne centriste. Et les 2 chaînes ABC et NBC, qui étaient des bastions de l'extrême gauche, vont, disons, légèrement se rapprocher du centre, mais resteront un peu à gauche du centre. Principalement parce que Donald Trump a poursuivi les médias à plusieurs reprises, a gagné à chaque fois, et ils auront peur d'en faire trop. Autrement dit, ce qui s'est passé en 1922-1923 ne se reproduira probablement pas. Ils auront peur. Eh bien, vous allez dire, ce sont leurs affaires américaines, et alors ? Moi, je vis à Tel Aviv, à Toronto, à Berlin. Et maintenant, revenons aux détails que je vous ai demandé de retenir. Le centre de données à Jérusalem et la société Oracle. CNN n'est pas un réseau américain. Elle vient d'Amérique, mais c'est un réseau international, mondial. CNN International est présente dans les hôtels, les aéroports, les cafés du monde entier, sur tous les continents. Pour une grande partie de la planète qui ne parle pas russe et ne regarde pas les chaînes locales, ce qui se passe dans le monde, c'est ce que montre CNN. Eh bien, en russe, pour ainsi dire, comme dans n'importe quelle langue, CNN, à mon avis, oui, il y a en anglais, il y a dans plein d'autres langues. Je me trompe peut-être, mais il me semble avoir vu CNN en allemand, ou dans d'autres langues aussi. Le ton de CNN change, cela modifie la vision du monde de centaines de millions de personnes en dehors de l'Amérique. Et maintenant, additionnez 2 couches. La famille Edison, à travers Oracle, possède l'infrastructure, les clouds, les centres de données, ces mêmes tuyaux par lesquels circule la vie numérique des gouvernements et des entreprises du monde entier, y compris un site sécurisé à Jérusalem. Et via Paramount, Skydance est désormais le porte-voix de CBS et CNN. Trompette et porte-voix sont dans les mêmes mains. Voici le dernier morceau du puzzle, qui au début semblait être une pièce en trop. Celui qui contrôle à la fois le canal par lequel l'information circule et la façon dont elle est présentée, celui-là ne peut pas ne pas influencer les élections.
Il possède quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore vraiment de mots dans le monde libre. Est-ce que cela va changer quelque chose dans notre monde ? Oui, oui, oui. Silencieusement, sans déclaration de guerre, sans un seul coup de feu, la vision de ce que des milliards de personnes considèrent comme la réalité commencera à s'ajuster légèrement dans une autre direction, et la plupart ne s'en rendront même pas compte. Vous, bien sûr, vous le remarquerez, parce que vous êtes déjà entraîné, combien de fois parlons-nous en réalité du même sujet ? Eh bien, et si vous avez regardé jusqu'à maintenant, cela signifie que cela vous intéresse, vous inquiète, vous préoccupe, je ne sais pas, il est difficile de le dire précisément. De mon point de vue, la situation elle-même se présente très bien, mais il y a aussi un danger. C'est justement de ce danger dont je parlais. Le monopole du porte-voix ne fonctionne que tant que les gens n'ont pas d'autres porte-voix. Dieu merci, la droite, nous avons enfin un porte-voix. Je dirais même plusieurs porte-voix. Et tant qu'il y a de la concurrence entre les porte-voix, tout va bien. Idéalement, tout le monde devrait dire la vérité, mais seul quelqu'un de très naïf pourrait penser que c'est possible. Tant qu'il y a des intérêts, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'il y a la possibilité d'influencer les événements, il y aura toujours quelqu'un pour faire avancer ses propres idées, appelons-les ainsi, n'est-ce pas, ses propres désirs. Et s'il parvient à s'emparer de tous les médias, comme cela a été le cas chez nous il y a environ 10 ou 12 ans, c'est une situation absolument terrible. C'est pourquoi, si nous ne pouvons pas faire en sorte que tout le monde reste neutre, nous ne pouvons tout simplement pas y parvenir. Et si nous ne pouvons pas y parvenir sans parti pris, alors il faut veiller à ce que personne n'ait un monopole absolu. Je me fiche d'un monopole sur les chaussures, je me fiche d'un monopole sur l'eau, d'accord ? Mais je ne me fiche absolument pas d'un monopole sur l'information. Parce que tout en dépend. D'ailleurs, le phénomène que nous appelons le blogging joue également un rôle important. Vous regardez en ce moment la preuve de cette indépendance, de cet indépendant qui n'a demandé à personne « Puis-je passer à l'antenne ?» Notre combat à vous et moi est simple. Ne pas croire au silence. Remarquez non seulement ce qui a été dit, mais aussi ce qui a été tu. Posez cette question même que peut-être plus personne ne posera sur les grandes chaînes. Pourquoi me montre-t-on cela précisément de cette façon ? Et à qui profite le fait que je pense précisément ainsi ? J'enseigne comment poser ces questions sur la feuille de route vers la liberté. C'est une chaîne séparée. Vous venez justement de vous entraîner à cette compétence pendant 30 minutes. C'est cela, la liberté. Pas celle qu'on vous donne, mais celle que vous avez dans la tête. Parce que c'est seulement là que commence la liberté. Seulement là. Si cette analyse vous a été utile, mettez un like. Cela aide donc des voix comme la nôtre à percer le silence des grands réseaux. Sur cette chaîne, chaque jour, je vous explique brièvement et, il me semble, de manière pertinente, une actualité. Ce qui s'est passé et ce que cela signifie réellement. Et si vous vous intéressez non pas à ce qui s'est passé, mais à la façon dont fonctionne la machine qui décide de ce que nous pensons, j'ai une deuxième chaîne, comme je l'ai déjà dit, Feuille de route vers la liberté. Là-bas, 2 fois par semaine, nous allons à la racine des choses. Lentement, en profondeur, c'est pour ceux qui aiment réfléchir. Par exemple, dans le prochain épisode, je répondrai à une question que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui. Est-il possible, en principe, d'interdire par la loi aux autorités d'appuyer sur ce bouton ? Le remède que nous sommes en train d'administrer ne risque-t-il pas d'être pire que le mal lui-même, pire que la maladie ? Le lien est sous cette vidéo. Venez, réfléchissons ensemble. À bientôt.